Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut Djemil. Salut. Alors, tu étais donc à cette conférence de presse ce matin, ou alors à la mi-journée pour être précis, pour donc assister à cet événement qu'a donné le président de la République. Effectivement. Alors ce matin, un peu avant midi, mais effectivement mi-journée, le président de la République a prononcé un discours d'un peu plus de 30 minutes avant de répondre aux questions de quelques journalistes. Alors d'abord, le contexte, tu l'as rappelé, je le rappelle de nouveau, ce sont les imminentes élections législatives anticipées. Le premier tour aura lieu dans 18 jours, provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors cette conférence de presse très attendue était initialement prévue hier en journée pour être finalement décalée à aujourd'hui dans une salle d'un pavillon du 1er arrondissement de Paris, non loin de l'Élysée, mais pas à l'Élysée. Le président ne peut pas faire campagne en tant que tel pour son camp en vue de ces élections prochaines et il le sait, il s'en défend d'ailleurs en rappelant tout à l'heure que c'est Gabriel Attal qui fera campagne, Gabriel Attal qu'on n'a donc pas entendu, et en même temps, dans les faits, se contredit en prenant énormément de place dans cette campagne exprès jusqu'à soulever des critiques assez proches de lui. C'est donc dans une centaine de journalistes qui ont été accrédités et accueillis dans une ambiance assez pesante. Un dispositif de sécurité, comme on le voit à l'écran, conséquent, avec des points de contrôle des journalistes, jusqu'à l'usage d'un chien policier anti-explosif. Bref, on a mis plus d'une heure pour entrer dans la salle. Avant l'arrivée du président, nous sommes allés tendre notre micro dans la salle. Lisa Lapp a croisé l'ex-député Renaissance Sylvain Maillard. Quant à moi, je suis allé voir les ministres Le Maire et Dupond-Moretti. On regarde. Glucksmann, il n'y a pas longtemps, il y a 24 heures, 48 heures. Tout ça, c'est tombé à l'eau. Voilà, c'est des arrangements de boutiquiers pour conserver leur circonscription. C'est assez méprisable ce qui se passe à la NUPES. Quand moi qui vis depuis 2 ans au contact d'eux, ils se détestent tous, mais pour sauver leur siège, ça, ils sont en moins de 24 heures, ils sont capables de se réconcilier. C'est assez méprisable en réalité. Jamais le moment n'a été aussi grave depuis la 5e, puisque l'extrême droite peut arriver au pouvoir. L'extrême droite. Quelle est la part de votre responsabilité, monsieur ? Ne doit pas gouverner notre pays. Qui aujourd'hui considère qu'Emmanuel Macron, 1, a une large responsabilité dans ce qui s'est passé, 2, fait preuve de cynisme en décidant de dissoudre aujourd'hui l'Assemblée nationale, alors que le Rassemblement national est aussi fort. Je pense que nous sommes à un moment où il faut arrêter de se poser des questions. C'est votre rôle, c'est le rôle des commentateurs, c'est pas le rôle des responsables politiques. Lorsque l'avenir du pays est en jeu, l'avenir de nos compatriotes, l'avenir des Français, de nos entreprises, de nos usines, de notre activité économique, de notre dette, on se bat, on explique et on va se battre pour la victoire. Il n'y a que ça qui compte, c'est que nous soyons rassemblés sur une ligne de politique qui était une ligne extrêmement claire pour convaincre les Français de 30 juin et 16 juillet prochain. Justement, vous ne répondez pas justement sur la question. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un Parlement qui ne ressemble pas à ce pays. Est-ce que vous voyez à l'Assemblée nationale l'expression d'une démocratie apaisée ? La démocratie apaisée, c'est le débat, c'est pas le combat, c'est pas l'invective, c'est pas les insultes. On vous a vu quand même dans cet exercice-là à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que vous allez changer d'attitude vous aussi ? Je ne sais pas de quoi vous me parlez, monsieur. Bon, on le voit, le ton a été donné tout de suite. Effectivement, les rires en coulisses un petit peu. Et puis Emmanuel Macron n'en changera pas de ce ton. En ouverture, il saluera ses équipes et son gouvernement d'avoir déployé, je le cite, tous les efforts possibles afin d'agir et de continuer à agir pour le pays, malgré la majorité relative qu'il reconnaît avoir eue au Parlement, avant de très vite déplorer une situation parlementaire qui aurait rendu leur action moins visible, moins palpable pour les Français. Il reconnaît cela, pas forcément sa responsabilité, mais le fait que on n'ait pas vu qu'il avait été à la hauteur, si je décrypte un peu ce qu'il dit. Alors il a ensuite enchaîné sur une explication plutôt claire de sa décision de dissolution, quasi en ouverture de discours. C'est ajouter l'attitude en particulier de certains députés de la France insoumise qui a créé un désordre parfois constant dans le Parlement, à l'Assemblée, inquiétant pour les Français, qui très souvent d'ailleurs ne se retrouvaient plus dans nos institutions. Enfin, l'équation parlementaire, là aussi nous devons être lucides, devenait difficilement tenable, les oppositions ayant dit plusieurs fois leur volonté de voter une motion de censure à l'automne. J'ai donc pris acte d'un blocage qui conduisait inéluctablement à empêcher le gouvernement d'agir, ce qui devenait dangereux pour la France. Ensuite, il y a le vote de dimanche. Et donc le vote aux élections européennes de dimanche soir qui a été clair. Alors c'est un vote sur l'Europe, et je l'ai toujours dit, la conclusion est d'abord sur l'Europe. Mais les suffrages exprimés
ont placé les forces d'extrême droite à près de 40% et les extrêmes à près de 50%. C'est un fait politique qu'on ne saurait ignorer. Ce qu'on apprend ici, si vous étiez attentifs, c'est que non, ce ne sont pas les résultats des élections européennes de ce week-end qui ont motivé en premier lieu cette décision de dissolution prise par Emmanuel Macron. On nous le confirmera un peu plus tard en off, après la conférence. Donc, la raison première est la volonté de maîtriser une dissolution plutôt que de la subir à l'automne si une motion de censure venait des oppositions à passer. Macron a donc décidé d'accélérer donc le processus, une dissolution qu'il décrit comme un retour, je le cite, au peuple souverain et qu'il pense être la seule solution républicaine dans ce contexte, à un moment historique et de clarification, je le cite encore. Second point, vous l'avez entendu aussi dans cet extrait-là, le président parle d'un vote pour les extrêmes à près de 50%. Puis, durant plus de 2 heures, il a martelé sans cesse cette information. Je le cite, 50% des Français ont voté pour les extrêmes. Un chiffre qui coupe le pays en deux. Un Français sur 2 serait donc extrémiste dans les urnes. C'est donc le message qui doit passer, sauf qu'il est faux. Premièrement, pour arriver à 50%, il cumule, et il ne s'en cache pas, les voix données au Rassemblement national, à Reconquête et à la France insoumise, mettant dos à dos l'extrême droite française et la gauche, car LFI n'est pas à l'extrême gauche, comme le reconnaissent officiellement nos institutions. Et deuxièmement, 50% des Français, et non 50% des électeurs, 25 millions ont voté, en réalité sur les 49 millions inscrits, et donc avec 49% d'abstention, la France compte 70 millions d'abonnés. Vous voyez comme quoi l'absus avec abonnez-vous, moi je le dis au passage aux médias, ça peut être le moment de le dire, donc d'habitants, et 9 millions ont voté donc pour le RN ou Reconquête. C'est beaucoup, mais on est loin d'un Français sur 2, comme il l'a répété. Qu'importe, Emmanuel Macron a choisi aujourd'hui de mener campagne sur une colonne vertébrale similaire à 2017 et 2022, se placer comme seule alternative au chaos promis, selon lui, par les deux blocs des deux côtés, l'extrême droite et l'extrême gauche. Et pour ce faire, il en a fait le bilan, son bilan, évidemment presque parfait, selon lui, pour convaincre les forces politiques dans le champ républicain, toujours selon lui, hors et extrême, à le rejoindre. Troisième axe de vision, d'idéal auquel nous croyons, c'est celui du progrès et de la lutte contre les inégalités de destin. Nous sommes tous attachés à un modèle social protecteur, financé, responsabilisant. Et d'ailleurs, nous l'avons montré. Il n'y a jamais eu un tel réinvestissement dans les services publics depuis 7 ans. Services publics par les maisons France Service, le réinvestissement dans la justice, plus de 60% de son budget, et dans les forces de sécurité, dans notre école, avec une augmentation de nos enseignants qui n'avait pas été connue depuis les années 90, de notre santé, avec une augmentation pour les soignants qui n'avait pas été connue depuis les années 60. Reste que si le modèle français corrige les inégalités, il échoue trop souvent à les prévenir. Et il me semble que le cap qu'on doit se donner pour les années à venir est assez simple sur ce sujet. Il faut renforcer notre capacité à lutter contre les assignations à résidence et mieux prévenir les inégalités de départ. C'est ça la promesse républicaine. Et ce sont les inégalités, les injustices qui sont les plus insupportables pour nos compatriotes. Et je veux dire très simplement, le gouvernement... Alors, un bilan défendu pour se mettre en opposition, je le dis donc, je le répète, à 2 blocs situés de part et d'autre de lui, dont il juge les alliances, à droite comme à gauche, le cite, contre nature, indécente. Alors, incapable de gouverner, selon lui, car rassemblant des personnes qui ne s'entendent sur presque rien, ce sont encore ces mots. Et plus tard, en off, quand les caméras sont éteintes, on va y revenir juste après, je signerai de quoi à ses conseillers, à ses proches au gouvernement, que la gauche était mise d'accord sur un programme commun et que ces personnes ont réussi à s'entendre. Ils m'ont donc répondu à ce moment-là, oui, mais depuis, il y a eu le 7 octobre. Alors, je vous le dis tout de suite, non, le média n'a pas pu poser de questions au président de la République pendant la conférence. C'est pas faute d'avoir essayé. Une petite dizaine de journalistes ont été, eux, autorisés à le faire. Et il nous a fallu, ensemble, nous auto-organiser un peu dans le chaos à ce moment-là pour faire en sorte que nos questions s'y retrouvent à toutes et à tous. Et ça a été plutôt le cas. Alors, vous avez promis de changer de méthode plusieurs fois, dit Ouest France. Rien n'a été réalisé dans les faits ou perçu comme réalisé. Qu'est-ce que cette fois, vous allez pouvoir changer pour que ce soit le cas? Quid des réformes en cours, notamment le retour à l'ORTF, ose France Inter et Rire dans l'assistance à ce moment-là. Rire un peu gêné puisque c'est un peu épineux comme sujet. Quelle est la part de responsabilité du président, donc de vous, Monsieur Macron, à ce moment-là, dans le score haut, toujours, du RN et en progression de la part de BFM TV, mais aussi de l'AFP qui pose la même question, mais sans réelle réponse
de la part du président et sans possibilité de relance de la part des journalistes à qui on reprenait le micro quasi systématiquement. Une chose est à retenir à ce moment-là, il est confiant car il n'a pas l'esprit de défaite. Ensuite, vous l'avez très bien dit vous-même, j'ai jamais fait de politique fiction. Mais surtout, je n'ai pas l'esprit de défaite. Et moi, ce qui me frappe, quand j'écoute le bruit ambiant du système toujours, et c'est pour ça que j'ai voulu ce moment de clarification-là, c'est l'esprit de défaite. C'est que les gens disent « c'est terrible, mais ça va arriver ». Mais pourquoi ? Si les gens ne mènent pas leurs idées avec force, vigueur, clarté, oui, les extrêmes peuvent prendre le pouvoir. Mais il n'y a aucune fatalité. Moi, j'ai confiance dans nos compatriotes. J'ai confiance. Je n'ai donc pas pu poser de questions, mais j'ai quand même pu participer à ce off, vous savez, ce moment d'échange hors caméra entre les journalistes et l'entourage du président en question. Alors, un moment durant lequel les échanges ont été plus que vifs, les journalistes ont largement montré leurs doutes sur la stratégie, sur les annonces maigres pour convaincre les électeurs de le rejoindre, etc. De mon côté, j'ai fait remarquer ce martelage de M. Macron de mettre LFI dos à dos avec le RN et Reconquête tout du long de sa prestation sur scène. Alors, quelle est la stratégie que vous avez réellement en tête? N'avez-vous pas peur de justement doper les voix de l'extrême droite en faisant cela? N'a-t-il pas conscience, Monsieur le Président, qu'il est devenu inaudible pour beaucoup, pour une part importante des électeurs aujourd'hui? Quel nouveau projet, puisque c'est celui-ci, donc il essaye de convaincre les personnes aujourd'hui de le suivre, quel projet nouveau proposez-vous aux électeurs qui de fait tournent le dos à Renaissance dimanche dernier? Pensez-vous que vous puissiez être encore gagnant sur le terrain de l'anti-extrême droite, le barrage éternel dans ce contexte? Nous sommes alors de nombreux journalistes à poser cette question, cette petite salle annexe à la grande salle de départ. Allez donc demander aux Français qui votent mal, lâche alors un des proches du président. Stupeur dans l'assistance, je pose la question, il y aurait donc des Français qui votent mal? Et là, l'échange continue mais ne répond pas. Les échanges deviennent de plus en plus musclés en off et face à nous, journalistes, apparaît un entourage présidentiel borné qui se montre sûr de lui, indisposé à l'autocritique au même niveau que les membres du gouvernement que vous avez vu tout à l'heure et que Monsieur le Président aussi. Alors, du coup, il y a une cohérence. Nous soulignons alors l'ambivalence de Macron sur sa lutte contre l'extrême droite, sa façon de lutter contre l'extrême droite. Puis nous sommes plusieurs à insister sur le fait que dans quelques semaines, le RN peut prendre le pouvoir. On nous répond que c'est à nous, journalistes et médias, d'informer sur ce que ça peut donner de les avoir au pouvoir, que ce n'est pas leur travail à eux de le faire. Alors je reformule la question que je pense être celle posée par un peu tout le monde, et je dis, ce qu'on vous demande, c'est pas de savoir ce que ça peut donner d'avoir Bardella Premier ministre, mais si vous vous préparez à cette éventualité de cohabitation. J'entends autour de moi beaucoup de personnes dire, voilà, c'est ça la question, et dans la foulée, l'entourage du président de répondre à tout le monde, non, non, on s'y prépare pas. Je répète alors d'un rire nerveux et un peu tout le monde, vous vous préparez donc pas au scénario, au pire des scénarios. Beaucoup de journalistes se montrent à ce moment-là excédés et j'entends certains dire que tout ça, c'est dangereux. Emmanuel Macron et son camp politique opèrent ici, et c'est pour finir, à coup de poker, ça nous semble être le cas à ce moment-là, jouant littéralement avec nos vies, je le dis avec ces mots, et l'avenir du pays pour tenter de désintégrer la gauche et l'extrême droite en usant des peurs et barrages éternels qu'on connaît par cœur. Et pour résumer ça en quelques mots et pour finir, Emmanuel Macron et son camp disent et répètent en boucle toute la journée ne pas être dans un esprit de défaite, mais s'illustrent, je crois, en tout cas, dans un éclatant esprit d'irresponsabilité. Merci beaucoup, Djemil, pour ce retour donc, de la conférence de presse d'Emmanuel Macron et les coulisses aussi de cette conférence de presse. Je pense que les choses se sont plus jouées que durant, finalement, ce qui a été filmé par les caméras. Oui, et j'aimerais avoir votre analyse, Stefano Palombarini, je le disais, économiste et maître de conférence à l'Université Paris 8. Vous êtes un fin analyste de la scène politique française. Cette scène politique qui connaît des soubresauts assez retentissants depuis quelques jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous avez pensé des détails qu'on vient d'entendre sur la conférence de presse? On s'attendait à avoir le projet présidentiel et finalement, on a l'impression que le président de la République a voulu tirer à boulet rouge sur ses oppositions. Oui, l'impression nette, c'est d'une panne stratégique complète. D'idées. D'idées et aussi de comment par exemple,
quand on pose la question à son entourage. S'il se prépare à l'hypothèse d'une cohabitation, que la réponse soit non, c'est quand même un peu étonnant, sauf si on pense que dans le cas d'une victoire de l'extrême droite, il donnerait ses démissions. C'est qu'il y a une éventualité aussi qu'il ne faut pas écarter. Mais donc, comment on arrive à cette situation chaotique, disons? Je pense que le point de départ de l'histoire, c'est les législatives 2022 dans lesquelles Macron n'obtient pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça ouvre une période dans laquelle il arrive à gouverner à coup de 49.3, à coup de matraques, etc., les choses qu'on sait, mais qui objectivement est un obstacle à son action, l'absence de majorité. Et ce que je comprends, moi, de cette séance, pas juste des derniers jours, des derniers mois, c'est qu'il y avait une hypothèse stratégique qui consistait à attendre le bon moment pour une dissolution. Le bon moment a été identifié il y a plusieurs mois, je pense, après les européennes, hein, comme on vient de le voir, mais sur la base d'un scénario qui avait été imaginé et qui avait été construit par le pouvoir présidentiel, par les médias, les grands médias, minimum, et par d'autres partis politiques, pas seulement le parti du président. Et ces scénarios reposaient sur une délégitimation complète de la France insoumise, à laquelle il continue de réserver une grande partie de ses attaques. Pendant cette conférence de presse. Donc un parti antisémite, anti-république, et compagnie. Effectivement, l'antisémitisme a été mis devant. Et je pense que dans ces scénarios, tout ce travail de délégitimation devait aboutir à un mauvais résultat pour les filles européennes, derrière dissolution. Après la dissolution, à cause de la défaite imaginée de la France insoumise, appel à la gauche responsable de laisser tomber la France insoumise, parce qu'elle est infréquentable, et parce que ça ne pèse plus beaucoup en vue des législatives, et donc une récomposition du bloc du pouvoir, disons, élargie à droite vers les Républicains, ce que d'une certaine façon ils essaient encore de faire, et à gauche vers la gauche pro-européenne responsable pour former une nouvelle alliance qui s'imaginait majoritaire aux législatives. Vers un bloc, en quelque sorte, un bloc bourgeois, mais qui, malheureusement, trouve ses limites avec les Républicains, parce que le parti implose, en quelque sorte, en ce moment. Oui, le bloc bourgeois, au sens strict du terme, il est minoritaire déjà en 2017, mais sa base s'est encore réduite. Et si on prend les résultats bruts des européennes, c'est 14%, c'est-à-dire 7% des inscrits, ce qui est vraiment, vraiment très réduit. Et donc, je pense qu'il y a conscience du côté de Macron de cela. Et donc, il y avait une tentative d'élargir des deux côtés, vers les Républicains et vers la gauche raisonnable, c'est-à-dire la gauche Glucksmann, si on regarde les européennes. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il y a des facteurs qui ont fait que ce projet n'a pas marché. Les premiers, c'est les résultats de la France insoumise aux européennes. Malgré, disons, si on compte à partir d'octobre, du 7 octobre, mais en réalité, ça avait commencé déjà avant, mais même en comptant du 7 octobre, ça doit faire 9 mois de bashing médiatique, politique sur la France insoumise. Malgré 9 mois comme ça, la France insoumise progresse par rapport à 2019 d'1 million de voix et fait 10% au lieu de 6. Et du coup, électoralement, pour les autres partis de la gauche, ça redevient un allié. Parce que pour les autres partis de la gauche, comme pour tout le monde, quand il y a des législatives qui arrivent, le premier souci, c'est de réélire les sortants et éventuellement d'élire de nouveaux députés. Donc on fait des calculs, quoi. Et quand on fait des calculs sur les résultats des européennes, rompre l'alliance avec la France insoumise n'est plus si évident que ça. Et si je peux juste mentionner le deuxième facteur, c'est qu'au sein du Parti socialiste, la ligne Glucksmann qui pouvait sembler majoritaire, puisque tous les partis ont fait campagne pour Glucksmann, ben, s'est révélé ne pas être au cœur de l'appareil socialiste. Et je pense que l'image la plus parlante, c'est Glucksmann qui va à la télé poser ses conditions pendant que le Parti socialiste négocie. Voilà. D'ailleurs, M. Macron, tout à l'heure, je me permets de quelques informations, a salué une campagne respectable de M. Glucksmann pendant les européennes. Donc c'est quand même un élément intéressant. Significatif. Oui.